Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Maxime. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc mon nom est Maxime Lamotte-Brassard. En termes de qui je suis et mon expérience, je viens de la ville de Québec, mais j'ai étudié à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Et j'ai entré en sécurité. Je me suis fait engager en sortant de l'université par le CST. En anglais, c'est CSE, Communication Security Establishment. Donc, c'est la NSA, mais au Canada, dans le fond. Et puis, c'est ça, j'ai travaillé là pendant plusieurs années. Je suis rentré là comme un développeur d'agents, donc assez bas niveau. Et puis, bon, j'ai fait beaucoup de sécurité, beaucoup de counter-CNI, des choses comme ça. Et éventuellement, je me suis rendu à CrowdStrike. Donc, dans les premières années de CrowdStrike, donc je pense que j'étais à quelque chose comme employé 100. Et c'était pré-produit CrowdStrike, alors c'était bien spécial, bien différent. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait de l'architecture de leur SOC, Security Operations Center. Je m'excuse en avance que il y a des termes que je vais vraiment juste savoir en anglais. Alors, je vais faire de mon mieux. Il n'y a aucun problème. Il y a présomption que les gens, du moins en SI, sont capables de comprendre les termes anglais sans trop difficulté, même si la majorité du dialogue se fait en français. Super. Ça fait que c'est ça. Après CrowdStrike, je suis allé à Google. Donc, j'étais dans l'équipe de sécurité interne à Google pendant quelques années. Et finalement, j'ai pivoté dans Google X, qui est la branche expérimentale de Google. Donc, ce qu'ils font, c'est ils disent, bon, on va faire des moonshots, qu'ils appellent en sécurité. Ce qui veut dire, dans le fond, qui prennent un sujet et qui regardent si Google est capable de créer une startup à l'intérieur de Google pour faire quelque chose avec un grand impact dans l'industrie. Alors, il y avait un moonshot en sécurité qu'ils ont décidé de faire. Alors, j'ai joint l'équipe immédiatement. C'était vraiment parfait pour moi. Et puis, éventuellement, ça, c'est devenu Chronicle Security, qui est devenu sa propre compagnie pendant quelque chose comme 6 mois. Puis, ils se sont fait racheter par Google Cloud après. Alors, c'est drôle des fois, les choses. Et puis, bon, pour fermer la loupe un peu, quand j'étais à Google, j'ai créé un EDR, donc EDR open source, qui s'appelait Lima Charlie. Et quand je suis parti de Google, j'ai parti une compagnie avec l'EDR comme dans mon journal où j'étais capable donc de faire quelque chose avec. Et donc, on a parti une compagnie qui s'appelle Lima Charlie, et c'est là que je suis maintenant, qui est un SecOps Cloud Platform, ce qui veut dire roughly on est comme un cloud provider, tu sais, genre AWS ou bien Google Cloud, mais pour des capabilities, donc pour des choses pour faire des opérations de sécurité. Donc, genre, si tu as un SOC avec des professionnels en sécurité, ça va te donner tous les tools que tu veux pour pouvoir assembler une posture de sécurité puis des systèmes comme si tu travaillais avec AWS, mais c'est vraiment juste pour la cybersécurité. Alors, c'est mon résumé. Un très bon résumé, puis c'est justement de ce sujet-là qu'on va basculer parce qu'on va parler d'IDR, parce que c'est en somme toute le nerf de la guerre à l'heure actuelle pour la protection des endpoints. Puis bon, il y a eu un paquet de choses autour de ça. Fait qu'on va commencer avec un historique parce que je trouve que c'est une très bonne idée de remettre en perspective les choses parce que ça va démystifier et aider les gens à comprendre où se positionne un IDR dans l'ensemble et comment tout ça a évolué vers tous les noms de DR qu'on connaît maintenant et qui ont suivi par après. Oui, absolument. Ça fait me reconnaître mon âge des fois quand je pense quand j'ai commencé, le terme n'existait pas, alors c'est spécial un peu. Donc,
EDR, EDR, donc Endpoint Detection Response, ça a commencé à apparaître. Oh mon Dieu, ce serait dur de mettre des années exactes dans ma tête, mais je pense que le terme est vraiment devenu plus en utilisation autour de quoi 2010, 2012, quelque chose comme ça. J'ai l'impression. Oui, dans ces eaux-là, peut-être plus de façon plus commune, plus 2014, 2016. Mais bon, bref, dans ces eaux-là, ça a commencé à prendre forme. Là. Exactement. Et avant ça, on avait l'antivirus. Et pour définir l'antivirus de façon simple, c'est un logiciel que tu déploies. Et la clé qui est importante avec l'antivirus, en contraste avec l'EDR, c'est que c'est un logiciel que tu déploies et tu n'as pas besoin d'interagir avec. Il te protège. C'est juste ça qu'il fait. Et de façon automatique. L'autre côté de cette balance-là, c'est que pour être capable de protéger de façon 100% automatique, pas 100%, complètement automatique, il faut que l'antivirus cible des choses qui sont très bien connues, qui est vraiment capable d'identifier puis de dire oui, ça c'est pas bon, puis de le prévenir, puis de prendre action automatiquement. Et c'est bien, mais ça veut dire que on va manquer certains types d'attaques parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui ne sont pas très répandues à travers le monde. Il n'y a pas 5 millions de machines qui sont affectées par ça. Et dans ces années-là, il y a eu le APT craze. APT, c'était le Advanced Persistent Threat. Et les Advanced Persistent Threats, c'était les nation states, donc les nations. Donc, genre, les Russes t'attaquent, les Chinois t'attaquent. Et c'était vrai, c'était des vraies attaques, des vraies choses. C'est bon, Google, dans ces années-là, se sont fait hacker. Il y a un très bonne suite de documentation sur ça, tu sais. Mais ça veut dire que l'industrie de la sécurité, le marketing surtout, dans l'industrie de la sécurité, a comme répondu à ça en disant, OK, maintenant, tout le monde comme prévient les APT, puis se défend des APT. Puis, c'était ridicule un peu. C'est pour ça que je dis craze, parce que, tu venais qu'avec, je sais pas, une papeterie à quelque part, qui essayait de se protéger contre les Russes. Puis c'est comme, come on, OK. Ouais. L'histoire de Google, c'est parce que Google est suffisamment massif pour susciter l'intérêt de ces attaquants-là. Comme tu mentionnes, la papeterie ou peu importe, plus petites compagnies, sont pas dans le spectre. À cette époque-là, on s'entend, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis et les outils et tout a changé, mais à cette époque-là, les attaques qu'on pourrait dire avancées, c'était vraiment contre des compagnies majeures comme Google ou Microsoft ou tous ces grands joueurs-là de cette époque-là qui étaient visés. De toute façon, APT, c'est n'importe quoi, là. Dans les faits, là, c'est pas genre bref. Oui, exactement. Et je pense que tu vas être pas mal du même avis que moi, mais en sécurité, il y a très peu de choses qui sont blanc-noir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gris. Et les APT, je pense que c'est dans ça, dans le sens que c'est pas le boogeyman, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, ça existe. Mais il faut qu'on calibre un peu ses défenses et tu es qui en essayant de te défendre contre quoi et tout ça. Mais bon. Donc, dans ces années-là, les vendeurs, et quand j'étais à CrowdStrike, c'était beaucoup ça aussi. C'était vraiment encore dans ces années-là où, hey, les APT, on va se défendre contre les APT. C'était très avancé. Alors, le EDR est ressorti pendant ces années-là, beaucoup d'un besoin d'avoir un outil qui est capable d'aider les practitioners, le monde qui font la sécurité, contre ces types d'attaques-là qui, encore une fois, ça s'attaque pas à 5 millions de machines sur la planète, alors l'antivirus peut probablement rien voir. Alors, ça prenait de la visibilité dans ces machines-là pour que la personne en sécurité soit capable de voir qu'est-ce qui se passe et de prendre action. S'il y a quelque chose qui est détecté, de prendre action. Et donc, l'EDR était un agent déployé un peu comme un antivirus,
mais qui, lui, était beaucoup plus interactif. Dans le sens que dans les premières compagnies qui faisaient ça, c'était Carbon Black dans le temps. Je pense que dans ma tête, c'est vraiment comme le granddaddy, le grand-père de tous les EDR. Et donc, c'est ça, il permettait à quelqu'un de sécurité qui monitor un réseau d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur, puis de creuser qu'est-ce qui se passe. Donc, il y avait de l'interactivité et d'aller plus profond. Et bon, c'était un très bon outil, c'était très utile, mais qu'est-ce que l'industrie s'est rendu compte et que CrowdStrike, donc je les utilise juste parce que c'est une grosse compagnie, tout le monde les connaît, et il était vraiment dans ce timing-là. CrowdStrike s'est rendu compte, ou tous les vendeurs d'EDR se sont rendus compte que oui, c'est vrai, c'est un très bon outil, mais c'était un outil parce qu'il était interactif et parce qu'il demandait d'être utilisé par un professionnel de sécurité. Ça rendait le TAM, le TAM, qui est le Total Addressable Market. Donc, si vous partez une compagnie, vous allez voir ce terme-là, qui veut dire le marché complet que vous pouvez vous attaquer. Et donc, la question revenait pour eux, ils ont fait l'équation un peu derrière d'un napkin, puis ils disaient, bon, combien de compagnies se font attaquer par des APT sur la planète, OK? Combien de ces compagnies-là ont une très bonne équipe de sécurité? OK, pas mal moins. Combien de ces compagnies-là ont une bonne équipe de sécurité puis ont assez de temps pour faire du threat hunting, de la chasse dans les réseaux? C'est encore moins. Alors, quand tu alignes ces choses-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir acheter ton produit. Et si tu veux devenir multimilliard, une compagnie multimilliardaire comme CrowdStrike, il faut que tu t'attaques à quelque chose de plus grand. Oh, la notion de croissance infinie, là, on va vendre des EDR pour des lave-vaisselle. C'est à peu près l'objectif ultime d'en arriver. Là. Quoique ça serait rendu à l'actuel, ça serait pas fou parce que maintenant les lave-vaisselle sont des endpoints qui peuvent être attaqués. Mais bref, l'exemple est juste pour démontrer à quel point ils veulent aller chercher ça loin justement pour financer, devenir des méga stars et méga riches. Là. Exactement. Alors, c'est très prédictible ce qui est arrivé après ça. Donc, c'est que toutes ces compagnies-là ont dit, on va continuer d'utiliser le terme EDR parce que c'est associé dans l'industrie de quelque chose de haute valeur. Certaines ont introduit le Next Gen AV. Il y a comme en sécurité, c'est tellement de termes de marketing, mais essentiellement, ces compagnies ont transformé leurs produits qui étaient vraiment pour des professionnels. Tranquillement, ils les ont approchés beaucoup plus d'un antivirus. Ce que je veux dire, c'est maintenant, c'était le Next Gen AV ou le EDR que tu pouvais déployer. Puis là, ils prenaient action. Ça protégeait automatiquement beaucoup. Tu pouvais encore interagir avec, mais c'était pas la raison première d'être là. C'était vraiment une façon d'utiliser de positionner un produit en disant, regarde, c'est pas un antivirus. Les antivirus, à ce temps-là, commençaient beaucoup à être associés avec des produits qui sont pas très bons. Alors, ils disaient, nous, c'est un nouveau mot, mais essentiellement, c'est pas mal la même affaire. Oui, ça sert à protéger le endpoint, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, je suis un grand utilisateur d'EDR, mais c'est rien comme un antivirus. Ça n'a rien à voir là, de mon point de vue. Mais j'étais dans des SOC qui étaient justement plus professionnels avec des gens qui connaissaient ça. Fait qu'on est dans un univers où j'avais pas besoin de me faire tenir par la main comme tout ce que tu mentionnes où le marché a voulu nous amener essentiellement. Là. Exactement. C'est la sécurité. Il y a de tout. Et, c'est un spectre de maturité. Il y a beaucoup de compagnies où, regarde, c'est difficile d'engager du monde en sécurité. Alors, veut pas, ils n'ont pas la profondeur d'une équipe. Mais en même temps, il y a de plus en plus de compagnies qui, oui, ils ont la profondeur d'équipe. Ils ont des professionnels de sécurité. Alors, moi, j'ai un bias dans tout ça parce que j'ai fait plusieurs EDR dans ma vie. Je suis quand même assez avancé en sécurité et de mon point de vue, je pense que
l'industrie, le pendule de l'industrie retourne de ce côté-là où, bon, on commence à avoir la maturité dans l'industrie pour dire, là, regarde, c'est le fun un antivirus, puis j'aimerais bien ça que je puisse déployer un logiciel puis que magiquement ça me protège de tout partout, mais en pratique, c'est pas quand même ça que ça fonctionne. Ouais, puis j'ai le même bias que toi parce que puis pour avoir opéré un SOC, puis même en avoir monté d'ailleurs, moi les EDR m'ont sauvé la vie à bien des égards parce que je savais comment les utiliser, tous ces éléments-là. C'est sûr que là, le marché a évolué aussi, les outils sont plus faciles qu'ils l'étaient aussi. Disons, on monte juste il y a 5 ans, c'était un peu plus cru comme outil par rapport à ce qu'on a maintenant, mais en même temps, il faut démêler les différents éléments. Puis moi, je reviens pour tout le temps l'élément qui, pour moi, est fondamental dans l'EDR, c'est les signaux qu'on reçoit, de ça, la télémétrie. Pour moi, c'est la télémétrie qui est l'élément crucial, mais la télémétrie n'est pas l'automatisation dans laquelle les fabricants ont beaucoup travaillé. Oui, non, absolument. C'est aussi mon avis et c'est il y a des problématiques tellement intéressantes derrière ça avec la télémétrie parce que si tu es dans une entreprise maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir maintenant l'autre, comme l'autre, la réaction miroir à ça, qui est de dire, oh oui, c'est bien d'avoir de la télémétrie, mais on paye 20 000 par mois pour Splunk ou notre data lake et comme assez de télémétrie. Et si tu travailles avec des plateformes différentes, genre Defender, c'est tellement verbose, il y a tellement de choses dans cette télémétrie-là que des fois, à un moment donné, c'est comme, OK, assez. Oui, il faut savoir filtrer, là. Puis c'est surtout, justement, comme tu faisais référence à Splunk, ou peu importe l'équivalent avec Elastic aussi, c'est la même chose. Tu peux pas remplir ça à l'infini, là. Ça coûte des sous, et beaucoup de sous quand tu remplis ces gros SIEM-là, ces grosses machines-là. Et la valeur ajoutée du nombre de signaux va en décroissant aussi, là. Plus on en ajoute, moins il y a de valeur. Donc, c'est de savoir aussi où on va avec ça, là. Oui, et il y a un petit peu aussi, bon, ça, je mets mon chapeau cynique un peu. Il y a aussi que beaucoup de ces compagnies-là ont un incentive. C'est quoi dans le français, un incentive? C'est Incitatif. Les mots se ressemblent beaucoup. Hein? Ouais, c'est proche. Mais c'est ça, ces compagnies-là ont un gros incitatif à dire, ben regarde, nous, on te charge par gig qu'on met dans le SIM ou dans le Data Lake. Alors, je veux pas me mettre à réduire beaucoup toutes ces données-là parce que je perds de l'argent. Alors, ça encourage à faire beaucoup de ouais, puis il n'y a pas de hasard. Pourquoi maintenant on parle de XDR d'ailleurs? Tu sais, ces compagnies-là. En tout cas, bref, il y a des croisements. Exactement. Et c'est un bon segue. C'est un bon, pas de côté, je sais pas. Ça, il n'y a pas de traduction belle pour ce genre de choses. C'est bon. Mais justement, c'est ça. Bon, c'est sur toutes les quelque chose DR, Detection Response, peut-être juste pour compléter le portrait de tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y en a deux gros. Il y a le NDR, qui est Network Detection Response, qui, de mon point de vue, je décrirais ça un peu comme l'évolution des vieux, pas vieux de façon mauvaise, mais c'est l'origine de beaucoup de choses en sécurité qui est au point de vue réseau, de regarder les paquets sur le réseau, qu'est-ce qui se passe. Alors, dans ma tête, pour moi, le NDR, c'est beaucoup de ces compagnies-là qui ont dit, ouais, OK, il faut qu'on évolue un peu dans ce qu'on offre. Snort, qui était une de ces vieilles technologies-là. C'est bon, mais il faut qu'on aille plus loin. Suricata, Snort sont rendus des NDR qui, oui, tout à fait, mais c'est toutes des IDS de l'ancienne époque. C'est ça qui, tu sais, là, tu dis, tu trahis ton âge, le mien aussi, là. Tu sais, moi, j'ai joué avec Snort quand c'est apparu, là. Fait que dès lors, on est dans un autre univers. Pour moi, puis là, ils reviennent avec ça, puis après ça, des NDR. Maintenant, je vois, mais avant, c'était juste un IDS. Pourquoi? Mais bon, ouais. Bref, il fallait qu'ils rebrandent leur stock pour que ça continue à les acheter, là. Ouais, c'est tristement, c'est bon, c'est un peu notre problème en sécurité, je pense. Le marketing
Bon, c'est sa propre problématique qu'on pourrait jaser pendant des heures, je pense aussi. Oui, c'est un autre débat, mais bon, il y a eu, c'est quand même, tout ça nous a amené ailleurs, tout ce volet de ce regard-là. Par exemple, l'outil n'a pas changé, mais c'est les approches à l'outil qui ont évolué, puis qui a une valeur ajoutée maintenant aussi, parce que philosophiquement, tout le DR nous a amené dans un autre zone, au lieu d'être juste justement des sniffers de paquets, ben là, il y a d'autres choses qui s'en suivent aussi. Oui, tout à fait. Puis en fait, je pense que ça vaut peut-être la peine de le mentionner, mais une des grandes dynamiques qui a poussé, je pense, beaucoup vers le EDR, donc de l'origine, disons, NDR vers le EDR, a été que depuis probablement autour de 2010, j'ai l'impression encore, un peu ces années-là, l'encryption réseau qui a complètement explosé. Bon, je suis sûr que tu es un peu dans le même bateau que moi, mais je me rappelle quand j'étais jeune au début d'Internet et il fallait que tu downloads un browser, un browser web, genre Internet Explorer. Puis il y avait une version que tu pouvais downloader au Canada, puis une autre version aux États-Unis parce que l'encryption était différente. Oh oui, je suis de cet âge-là où je me rappelle où l'exportation des algos de chiffrement n'était pas encore aussi libre qu'ils sont maintenant. Là. Oui. C'est ça. Ils traitaient ça, je pense, comme des armes. C'était par les traités d'armement. Et donc, dans le temps, c'était assez primitif, l'encryption. Puis là, autour des années, disons, 2010, il y a vraiment eu l'explosion de HTTPS, de SSL, qui a fait que si tout ce que tu avais comme outil était de regarder les paquets sur un réseau, il y avait de moins en moins de données que tu étais capable de lire à partir de là parce que c'était encrypté. Alors, en allant vers l'EDR, ça te permettait pas nécessairement de voir sous l'encryption, quelquefois oui, mais au moins ça te donnait plus de visibilité sur exactement qu'est-ce qui se passait sur la boîte elle-même. Je pense que c'était une grosse dynamique de tout ça. Oui, ça a changé aussi. Non, mais c'est ça. Mais là, de toute façon, c'est un peu au niveau, dans le monde réseau, puis là, peut-être que certains vont le voir, plus ils sont assez âgés. Avant, on avait des parts réseau pour chacun des services qu'on consommait. Là, les gens réseau ou les gars de sécurité ont dit non, on va tout bloquer, on met des firewalls, on bloque tout. Là, tout ce qui est arrivé maintenant, c'est une part 80, une 443. Sont des chiffrés. Fait que tout a basculé dans ces choses-là. Fait que c'est la même chose au niveau réseau. Là, on a tout chiffré, là, on voit plus rien. On a déplacé ailleurs pour la sécurité, pour voir nos choses, parce que les gens se sont tannés d'en aller voir leurs affaires, fait qu'on a mis du chiffreur, puis on est encore dans ces courses-là où, d'un point de vue, le privacy vient nuire à la sécurité, mais bon, comment on peut collaborer dans les deux univers en même temps pour avoir un objectif qui est quand même commun, là. Exactement, absolument. Et puis je pense que c'est la bonne façon de regarder ça. C'est ni blanc ni noir. Il y a la vie privée et la sécurité, puis il faut trouver comment faire fonctionner tout ça. Et je pense que la dernière, dans ma tête, la dernière comme grosse dynamique nous amène au XDR, qui probablement c'est le terme le plus marketing qu'on a jasé. Qui était originellement, c'était Extended Detection and Response. Je pense que l'interprétation la plus commune, parce que tristement, c'est vraiment comme ça qu'il faut en parler, l'interprétation la plus commune de XDR était de dire, on va prendre le concept de EDR, donc de recevoir beaucoup de télémétrie, puis de pouvoir construire des signaux sur cette télémétrie-là, puis on va étendre ça à tout. Essentiellement. Donc, si on a des produits dans le cloud, qui font des logs, on va prendre ça, puis on va amener ça. Si on a des logs de serveurs, on va amener ça dans la plateforme et être capable de faire des signaux à partir de ça. Je ne sais pas si tu avais dans ta tête une interprétation différente. Ou... Pour moi, le XDR, les signaux, c'est parce que les compagnies de solutions de journalisation, data lake ou whatever comme on veut appeler ça maintenant, on cherchait à piggybacker sur ce genre de choses-là. Puis la plus belle démonstration de cette transformation-là, c'est l'acquisition
que Elastic a effectué d'acheter un agent endpoint. Et là, ils ont tout transformé ensuite leur package. Et là, maintenant, c'est essentiellement du XDR parce que l'agent lui-même n'est pas si puissant. C'est le module, c'est l'analyse en arrière qui est devenue très puissante. Fait qu'on a transféré ces éléments-là. La claudification aussi est un des éléments on transfère dans le nuage, puis c'est un peu aussi la base de ton startup. T'envoies dans le nuage, faire le traitement à ta place. Fait que, puis, je veux dire, faut pas s'en cacher que toutes les compagnies d'IDR font ça aussi, là. Puis, on parle le plus gros joueur actuel qui est maintenant rendu Defender, Microsoft, ne font exclusivement que ça. C'est-à-dire qu'ils pompent toute l'information puis ils l'envoient dans le cloud. Fait que c'est là, tant qu'à ça, tant de le traiter comme ça. Mais ensuite, les compagnies d'IDR ont toutes migré puis ont toutes dit, ouais, nous, on fait du XDR finalement parce que nous aussi, on est capable de ramasser d'autres signaux, d'autres télémétries puis on descend comme ça. Exactement. Ouais. Et je pense qu'il y a un point qui est intéressant par rapport au XDR aussi. Puis à la migration vers le cloud, qui est, c'est un petit peu plus ésotérique, mais hear me out. C'est que comme il y en a de plus en plus d'infrastructures dans le cloud, donc on parle dans des cloud providers genre AWS ou Azure ou Google Cloud, ces clouds-là, ces environnements-là deviennent de plus en plus complexes. Dans le sens que les usagers demandent de plus en plus de contrôle de sécurité ou de façon de faire du monitoring, d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, sur des types d'intégration différentes et tout ça. Et il y a une pseudo-loi ou je sais pas, c'est pas une loi, mais c'est un adage probablement, je pense que c'est plus proche en sécurité qui était que le plus un système devient complexe, de plus ce système-là commence à ressembler à un operating system. Donc, un OS comme macOS ou Windows ou Linux. Puis je pense que c'est super utile à garder ça en tête de nos jours parce que la prochaine frontière, c'est que ces cloud providers-là, à cause de la complexité, deviennent des operating systems eux-mêmes. Et ça devient facile de faire la comparaison entre un EDR, qui est, si tu généralises, c'est quoi le concept d'un EDR? Ben, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un operating system. Et puis là, tu dis, le cloud devient comme un operating system. Et donc, je pense qu'il y a un pôle qui nous attracte pour créer le même concept de EDR, mais pour le cloud. Parce que beaucoup d'attaques vont se mettre à migrer dans le cloud, dans les recoins de des features de Azure que personne n'a pensé, puis qui vont utiliser ça d'une façon bien spéciale, de la même façon que au début de Windows, tu sais, des attaques sur Windows, le monde trouvait des coins de Windows où aller se cacher, que le monde comprenait mal et tout ça. Alors, je pense que, en tout cas, c'est ma prédiction pour le futur. Ouais, avec l'augmentation, puis de toute façon, l'usage de plus en plus avec les services intégrés, là, on va parler des fonctions Azure ou les lambda chez AWS, par exemple, qui sont des notions comme ça, qui sont de plus en plus importantes et qui eux-mêmes devront générer une télémétrie, qu'on devra faire quelque chose. Et comment ces systèmes-là, puis on le voit déjà se pointer le bout du nez, ces genres de stratégies-là, et comment c'est attaqué. On le voit aussi à travers des firmes spécialisées comme Wiz et Ortok aussi, qui sont très spécialisés dans l'attaque des clouders, pas dans l'attaque des computes qu'on a. Donc, tous ces environnements-là, puis ces couches d'abstraction-là, parce que les couches d'abstraction en cloud sont complètement fous. Puis les gens ne les comprennent pas encore, comme ils ne comprenaient pas, puis j'aime ça l'analogie, ne comprenaient pas comment les OS fonctionnaient il y a 20, 30 ans, et à quel point on pouvait réécrire des DLS, injecter dedans, faire des choses comme ça. C'est la première fois que je me suis fait faire une démonstration d'injection dans un DLS. J'étais comme, quoi? On peut prendre un processus puis juste comme se hooker dedans puis faire n'importe quoi avec ce c'est quoi cette idée-là? C'est bien drôle. Là, il est sorti plein d'autres choses après ça. C'est bien farfelu comme idée d'avoir permis ce genre de choses-là, mais
ça a permis du fonctionnement des choses plus ésotériques, mais les malveillants l'ont vu aussi. Puis c'est un peu là, puis là, les DR, c'est là où ils s'ancrent aussi. Ils vont vérifier toutes les hooks qui sont dans les DLS, on passe d'un contexte Windows, par exemple. C'est un des facteurs de télémétrie qui vont surveiller, qui est automatisé plus, puis bon, là, c'est là où la qualité des IDR va se comparer s'ils sont bien capables de repérer les hooks qui sont utilisés de façon malveillante, là. Ouais, je trouve ça drôle parce que je me rappelle avoir la même expérience que toi. Le jour où j'ai réalisé que Windows, c'est tous des logiciels créés par du monde, puis pas que tu peux faire n'importe quoi, mais si tu es capable de faire quelque chose, ben oui, tu vas pouvoir bypasser des choses en sécurité. Et il y a pas de déité, qui te prévient de faire des mauvaises choses. Non, tu fais ce que tu veux dans la mémoire. Oui, tout à fait. Puis moi, j'avais vu l'évolution, puisque dans les années 90, j'avais appris tout ce que le C nous avait causé comme problème. On avait commencé à régler dans le début des années 2000. Et ensuite, je revois le web, ou ce qu'on appelle le web 2.0 à l'époque, répéter toutes les mêmes erreurs qu'on avait vues avant. Puis on n'a pas appris. Mais on est bien fou d'avoir répété les mêmes types on ne fait pas d'écriture en mémoire, mais la même erreur de logique qu'avec le C, revenait en web. Puis là, on est en train de basculer en cloud et effectivement, on a encore de répéter les mêmes genres d'erreurs qu'on avait faites en web puis qu'on avait faites précédemment dans du C ou dans ces vieux langages-là. Oui, l'histoire se répète. Ah, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Une chose que j'ai trouvé aussi intéressante. Oui, c'est ça. Tu parlais de Wiz, puis oui, c'est cool de voir ces compagnies-là qui font des choses très avancées dans cet espace-là. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de mettre par-dessus ça le concept du hype cycle. De Gartner, Gartner a un concept qui s'appelle le hype cycle, qui est essentiellement de dire, il y a des nouvelles technologies qui sortent en sécurité. Et au début de ces nouvelles technologies-là, le monde les comprenne pas. Tu sais, c'est la fine pointe. Le monde savent qu'il y a des attaques dans le cloud, puis c'est important de regarder, mais ils comprennent pas. Le produit arrive, c'est les premiers. Alors, tout le monde investit, tout le monde essaye ces produits-là. Et puis là, il y a de plus en plus de produits qui sortent. C'est le hype, dans le fond, qui monte. Et puis là, à un moment donné, il y a un point d'inflexion dans tout ça où l'industrie, tout le monde découvre c'est quoi la partie qui est vraiment intéressante de ces produits-là. Dans le sens que c'est des produits qui font plein d'affaires dans l'espace du cloud security, mais que dans 10 ans, là, 80% de ces choses-là seront probablement complètement inutiles. Le monde va se rendre compte, on pensait que ça allait être utile, mais dans le fond, non, ça l'était pas. C'était pas là que c'était important. Et puis là, il va y avoir une redéfinition un peu du produit vers le core, vers l'essence de ces produits-là. Puis je pense que le EDR est passé dans ce hype cycle-là aussi, dans le fond. Où maintenant, ce qui est un signe super positif pour moi, c'est, je dis à quelqu'un en sécurité comme toi, j'ai un EDR, puis tu sais exactement de quoi je parle. Tu as 90% de quoi je parle en tête. Tu n'as pas besoin de savoir c'est qui le vendeur parce que l'essence de ce produit-là est bien connue maintenant. Oui, il y a un certain niveau de standardisation au niveau du contenu, puis on peut même, c'est ça, c'est standardisant en termes de compréhension. Et un peu ce que je mentionnais aussi, c'est l'aspect philosophique, c'est ce qui entoure ça maintenant est rendu, ça a changé, c'est pour ça que les NDR existent, c'est qu'on prend des vieilles technologies, on les dépoussière un peu, puis on les remet dans un contexte d'opérations différents. Puis c'est ça qui a énormément changé parce que, puis à mon sens, je pense que le IDR est le porteur de ce concept-là où maintenant, on traite des signaux beaucoup plus que juste d'avoir un whitelist ou un blacklist comme les antivirus faisaient, dire toi t'es autorisé, toi t'es pas autorisé. On a évolué vers une approche à la sécurité qui est différente. Là, tout le monde a essayé de, comme toutes les app cycles, tout le monde a essayé de sauter sur le bandwagon. Fait que là, on a des XDR, tout ça est apparu. Puis les autres aussi, même si vont commencer probablement à tomber dans le moment de la désillusion.
Puis le monde, ouais, non, mais ça fait pas, ça fait pas ce que c'est supposé. Puis ça, puis ils vont commencer à changer. On va recommencer à reparler éventuellement de ce qu'un XDR c'est vraiment. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis pas convaincu qu'on a tout le monde la même définition de ce que c'est. Puis tout le monde s'est approprié le terme parce qu'ils essaient de voir du DR dans leur produit marketing, leur pamphlet marketing. Absolument. Et je pense que le changement, le shift de philosophie dont tu parles, en tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant, a été aussi très présent dans les choses qui sont beaucoup moins des technologies dures. Et ce que je veux dire, c'est dans le threat intelligence, qui est l'intelligence des attaques en français, quelque chose comme ça. Non, ça on n'essaie pas de le traduire, celui-là. OK. Parce que moi, je me rappelle même, il y a eu un espèce de hype cycle sur le threat intelligence aussi, où je me rappelle avoir joint CrowdStrike et dans les premières années de CrowdStrike, même une compagnie qui était là et qui avait du monde incroyable là, dans leur compagnie de threat intelligence, le produit de ces équipes-là, c'était des Word documents. Donc, et je me rappelle avoir eu ces discussions-là dans le temps et bon, j'étais un peu un asshole quand j'étais jeune. Et je me rappelle avoir dit, regarde, non, si c'est un Word document, moi, ça a absolument aucun impact sur moi. Je me fous complètement que ça n'a jamais été généré. Il faut que ce soit à une machine. Il faut que l'intelligence aille à une machine qui, elle, peut prendre des actions puis défendre. Mais je me rappelle d'avoir vu ce changement-là dans l'industrie où vraiment le threat intelligence, au début, c'était beaucoup, on va faire des rapports qui sont très, très, très cool puis très intéressants. Puis là, ben, il y a eu la courbe où comme à un moment donné, c'était non, il faut vraiment le rapport qui est intéressant, c'est bien, mais il faut que ça aille dans l'opérationnalisation de la sécurité. Ouais, il faut qu'il y ait une suite logique. Là. Ce qu'on a les IOC maintenant et tout, c'est les IARA et tous ces fichiers-là qui sont justement des suites, parce que là, c'est pas juste du threat intelligence, on explique toute la beauté de la recherche, mais on explique aussi, on donne aussi des informations qui sont directement utiles pour les équipes qui veulent se défendre, puis comment ça, puis là, justement, on paye des fees de threat intel justement pour alimenter nos outils ou nos SOC pour être capable d'aller plus loin, puis on mixe ça avec toutes la télémétrie des IDR, par exemple, pour voir les choses évoluer. Là, je parle des SOC et des SOC avancés, là, parce que j'en connais pas tant que ça qui sont avancés à ce niveau-là, mais quelques-uns. Oui, absolument. En tout cas, je pense que c'est la beauté de notre industrie qui est, on n'est pas tous au même niveau, mais on peut voir que, en général, dans l'industrie, on s'en va dans une direction intéressante et on évolue. Tu sais, on n'est pas autant je faisais des blagues un peu pour le marketing, en sécurité et tout ça. Je pense que on devient de mieux en mieux sur ces points-là. Et on est capable, tu sais, genre le MITRE Attack Framework, qui est un framework pour raisonner sur le type d'attaque et tout ça. C'est un signe tellement positif dans notre industrie parce qu'on dit c'est bien de défendre, mais on devrait comprendre, tu sais, de faire de la classification un peu dans ce qu'on fait pour être capable d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est super. On a acquis beaucoup de références communes, puis c'est un signe de maturité du milieu aussi, là, qu'on commence à parler tout avec le même vocabulaire, avec les mêmes regards sur les choses, donc ça facilite les échanges puis le partage d'informations entre les personnes, puis toutes les personnes qui défendent nécessairement en gagnent beaucoup de ces éléments-là. C'est pas super répandu encore dans l'utilisation, mais ça c'est un autre défi, là. Exactement. Tranquillement, on va se rendre. Une étape à la fois. Si on revient sur le IDR, là, on a fait une bonne partie de l'historique de ce que c'était. Puis tu sais, on va aller terminer l'épisode un peu plus sur comment justement l'IMA Charlie s'inscrit dans ce chemin-là, parce que tu as quand même développé cet outil-là qui est devenu une start-up autonome maintenant. Comment ça s'inscrit là-dedans, puis c'est quoi la contribution puis le regard de ce produit-là sur la fonction des DR?
Oui, c'est une grande question. Oui, absolument. Donc, je pense que je peux commencer par la structure, peut-être, de expliquer un peu la structure d'un EDR, puis le genre de choses que ça va faire. Et après ça, peut-être aller un peu dans la contribution le big picture. Euh, donc, l'EDR, fondamentalement, c'est un agent, donc c'est un logiciel qui roule sur les boîtes. Et euh, très, très souvent, il va y avoir plusieurs composantes à un EDR. Donc, c'est pas juste un logiciel qui roule, mais il y a vraiment deux grandes catégories d'environnement sur les boîtes où l'EDR va jouer. Et c'est le user mode et le kernel mode. Donc, user mode, c'est toutes les applications. Donc, tu ouvres Chrome. Bon, mais ça, c'est tout user mode. Et tu as kernel mode, qui est le kernel de Windows ou de Linux. Donc, là où vraiment toute la sécurité est enforcée et structurée. Donc, c'est la partie qui est très, très sensible. Et de plus en plus, c'est quelque chose, c'est un autre shift, donc c'est un autre changement qu'il y a. Beaucoup de plateformes essayent d'enlever l'accès de kernel. Vraiment, le plus gros de tout ça, c'est macOS, qui a eu vraiment un gros changement extrêmement frustrant pour le monde comme moi qui essaie de construire des EDR, où essentiellement macOS ont dit non, plus personne n'a accès au kernel. On va faire des frameworks, donc des façons à ce que vous pouviez accéder à certaines données qui traditionnellement étaient dans le kernel, mais c'est plus dans le kernel. Mais Windows a encore accès, Linux aussi. Donc, c'est encore très important. L'idée critique de la raison pourquoi être dans le kernel, c'est justement avoir un accès qui est beaucoup plus autoritaire, dans le sens que tu peux prendre une action du kernel, puis tu peux être sûr que cette action-là va vraiment être prise. Tu peux voir tout ce que tu pourrais vouloir voir. Donc, il n'y a personne qui est capable vraiment de t'empêcher de faire quelque chose, contrairement au user mode où, bon, si quelqu'un crée un fichier avec une liste de contrôle d'accès dessus où tu n'as pas accès, ben, c'est possible que tu n'aies pas accès. Alors, l'agent roule dans une combinaison de ces deux environnements-là et il va se connecter au cloud. Maintenant, honnêtement, la connexion au cloud est standard. Je suis pas vraiment au courant d'un EDR qui n'a pas de connexion. Bon, il y a certains EDR qui vont avoir une connexion on-prem, un serveur comme sur local, mais dans ma tête, je pense à ça en termes de cloud. C'est jamais complètement local. J'en connais pas plus, puis même de très vieux EDR, on fonctionnait déjà majoritairement en cloud. Puis le plus proche du on-prem qu'il y avait à ce moment-là, c'est une espèce de proxy qui servait à que des machines qui étaient non accès Internet parlent avec le proxy qui, lui, transférait vers le cloud. Mais jamais la logique n'était jamais dans la machine on-prem. Right. Oui. Oui, c'est vrai, je me rappelle un peu de ça. Et donc, c'est ça, il y a cette connexion-là au cloud qui est encryptée et ce qui va se passer sur la connexion va varier un petit peu, dans le sens que certains EDR vont être très, très standalone, donc très, très seul logiciel, donc vont prendre toutes les actions. Vraiment, c'est dans le logiciel que toute l'intelligence est. Et ils vont juste rapporter certaines données au cloud. Et il y a le contraire aussi, qui est beaucoup d'EDR où le EDR lui-même, le logiciel, est vraiment juste là pour acquérir la télémétrie, les données, et envoyer ça au cloud. Et dans le cloud, c'est là que l'intelligence se fait. Dans le cas de Lima Charlie, c'est beaucoup plus ce deuxième mode-là, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Autant au point de vue de faire des updates. Donc, si tu veux mettre à jour une certaine fonctionnalité, c'est beaucoup plus facile de déployer un update dans le cloud que de déployer un update sur 500 000 postes de travail dans une organisation. Il y a aussi l'aspect de scale, donc de performance. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans le cloud que tu ne pourrais pas faire sur l'agent.
Disons que tu veux te mettre à, disons que tu as 20 000 règles de sécurité, donc des types de behavior, donc de behavior, c'est des actions ou des façons de faire. Ouais, mais bien, c'est pas tout à fait ça, mais bon, j'ai jamais vraiment eu à le traduire, fait que je suis comme coincé, là. Okay. C'est bon. Je parle pas souvent en français à propos de la sécurité, ça fait que je me sens mal, je pense, plus que d'habitude. Ça fait que, c'est ça, disons que tu as 20 000 règles de sécurité, ben c'est beaucoup plus facile de dire, bon, ben je vais avoir 3 cores dédiés à une machine dans le cloud, tu sais, de 3 CPU qui vont s'occuper de ça, que tu peux pas dire ça, là, tu sais, mon laptop, il y a 2 cores, là, tu sais, ça marchera pas, tu sais. Ça fait que c'est ça, il y a beaucoup d'avantages comme ça. Je pense que la prochaine layer, donc la prochaine couche d'explication de ça, c'est donc la télémétrie. Je pense qu'on a beaucoup dit la télémétrie, mais c'est assez vague comme statement. La télémétrie en général, donc je dirais de base, un EDR va beaucoup regarder la télémétrie au niveau du système d'opération, de l'operating system, de Windows. Parce que, premièrement, bon, ben, c'est là que beaucoup de bad guys, de mauvaises personnes vont se cacher. Et ça te donne vraiment comme un environnement où tu peux aller chercher ces données-là. Tu sais, Windows définit de façon assez bien, voici les données que tu peux aller chercher dans Windows. Alors, ça te permet de cibler ce type de données-là puis de dire, bon, je vais construire mes signaux basés sur ça. Il y a une partie des données qui est pas généralement dans ça. Ça va varier par EDR, qui est les données applications. Donc, si on prend un exemple de base, j'ouvre Chrome puis je tape www.google.com. Le système d'opération, il va voir le processus Chrome partir avec une certaine liste d'arguments. Il va voir des DLL, donc des pièces de code qui vont se faire loader dans le processus. Fine. Ensuite, il va peut-être voir une requête DNS. Je dis peut-être parce que maintenant, ben, il y a DNS over HTTPS qui va ruiner beaucoup de logique de détection à cause que c'est encrypté. Mais disons que c'est pas comme ça. Donc, on va voir le système d'opération va voir la requête DNS. Ensuite, il va voir la connexion à google.com, donc à l'IP. Puis, il va voir qu'il y a des données qui sont transférées, mais ça va être encrypté. Ça va être pas mal juste ça que le système d'opération va voir. Tandis que si tu étais au niveau de l'application, disons que tu roulais à l'intérieur de l'application ou de Chrome, ben là, tu pourrais voir des activités qui sont beaucoup plus granulaires. Est-ce que l'usager clique sur telle affaire? Qu'est-ce qu'un usager tape dans une certaine boîte d'entrée? L'usager a-tu mis son mot de passe? Est-ce qu'il a transmis le mot de passe? Que tu peux pas nécessairement savoir à partir du réseau parce que c'est encrypté. Et le système d'opération, encore une fois, le verra probablement pas parce que c'est encrypté et c'est à l'intérieur de l'application. Alors, ça va varier. Certains EDR vont aller chercher des données dans certaines applications, genre PowerShell, qui est un des gros. Donc, ils vont aller chercher qu'est-ce qui est tapé dans PowerShell comme commande de script. C'est très utile pour les signaux. Et il y a aussi d'autres approches différentes, juste comme pour démontrer un peu le concept. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a étendu, dans le cas de Chrome, on a dit, bon, ben, on va construire un EDR dans Chrome. Alors, on a une extension qui existe dans Chrome qui va chercher le même genre d'informations qu'on va chercher, disons, sur Windows, mais à l'intérieur de Chrome. Alors, ça permet comme de voir exactement c'est quoi que l'usager a tapé, qu'est-ce qu'il est allé voir à quoi et tout ça. Ce qui donne des types d'informations un peu intéressantes. Alors, je pense que les gros types de signaux, on les comme dit indirectement, c'est quoi? C'est les processus, les DLL, donc les modules de code qui se font loader, les connexions réseau, les fichiers, les connexions DNS, pas les connexions DNS, mais les requêtes DNS. Mon Dieu, quoi d'autre? Il y a certaines choses plus spécialisées, genre de l'injection entre les processus. Donc, processus A a décidé d'ouvrir
handle qui est dans le fond, qui a décidé d'ouvrir un autre processus avec la permission pour créer une thread dans d'autres processus. Bon, ben, c'est intéressant. Alors, beaucoup, je dirais la plupart des EDR vont écouter sur cette pièce de télémétrie-là, puis ils vont envoyer ça. De plus en plus, je sais pas où est rendu l'état de l'art, mais ils n'ont plus tellement de choix parce que les LOLBIN sont pas mal l'état dans lequel on vit. Fait que si on n'est pas capable d'intercepter le Living off the Land, on est un peu dans le trou. Puis de toute façon, la classique, c'est de voir un document Excel commencer à naviguer sur Internet, ou un document Excel partir un PowerShell, ou tu sais, c'est les éléments classiques dans lesquels on peut voir maintenant davantage, ou les chaînes de Outlook, Word, du web, d'éléments qui sont chaînés, mais qui doivent être tracés d'un à l'autre, justement. Puis là, tu parlais de Chrome, je trouve ça très intéressant de cette télémétrie-là. Puis je pense qu'il faut faire une nuance particulière puis je pense que les gens le mélangent un peu. Les logs ne sont pas de la télémétrie, c'est deux choses qui sont différentes. Parce qu'on peut absorber des logs, puis c'est fine, c'est drôle. Mais la télémétrie, c'est un regard sur le fonctionnement des choses et c'est pas exactement la même finalité. Et la télémétrie est beaucoup plus intéressante parce que c'est comme un tableau de bord d'automobile, c'est qu'on voit la vitesse, on voit les éléments, on voit dans certains cas la pression d'huile quand on conduit des véhicules plus modifiés. On a plein d'éléments comme ça qui nous permettent de prendre des décisions. Puis c'est pour ça que juste regarder les logs de Chrome, par exemple, est insuffisant. Mais d'avoir une extension qui vient mesurer les actions qui sont prises dans Chrome peut devenir intéressant. Là. Tout à fait. Je pense que c'est deux super bons points. Moi, la façon dont je pense entre la distinction entre un log et de la télémétrie, c'est beaucoup qu'un log, c'est quelque chose qu'un humain est capable de lire. Ta télémétrie, c'est quelque chose qu'une machine est capable de regarder. Alors, tu prends un syslog, c'est une ligne de texte, je peux la regarder. Maintenant, si tu parses la ligne, donc si tu extrais certaines caractéristiques de cette ligne-là, peut-être que tu peux générer de la télémétrie à partir de ça. Puis les XDR, je pense, viennent beaucoup dans ce genre de jeu-là. Et l'autre chose que tu as dit par rapport à le cutting edge, de mon point de vue, il y a vraiment comme deux grandes directions maintenant qui sont beaucoup plus cutting edge dans les EDR et qui sont behavioral. Donc, comme exactement ce que tu as décrit, right? Donc, c'est pas tant que c'est c'est un fichier qui est malicieux, c'est plus que c'est quelque chose qui se passe, qui est pas habituel, puis qui le résultat de toutes ces choses-là est quelque chose de malicieux. Parce que encore une fois, on va se dater un peu, mais quand j'ai commencé, moi, les premiers livres que je lisais, c'était sur les Stack Overflow. Ça existe encore, mais il y a beaucoup moins de Stack Overflow dans les attaques modernes parce que les logiciels sont beaucoup plus résilients par rapport à ça. L'autre chose qui est très intéressante, je pense, qui est très cutting edge, c'est regarder l'exécution dans une machine, non pas pour identifier quelque chose qui est malicieux, mais pour identifier des choses qui ne sont pas connues. Donc, c'est là que beaucoup le cloud va vraiment venir en jeu, de pouvoir dire, hey, j'ai 500 000 postes et je regarde qu'est-ce qui exécute sur ces postes-là. Puis il y a 3 de ces postes-là qui roulent un logiciel. J'ai pas vu le logiciel faire de quoi de malicieux nécessairement. Ça n'a pas été identifié par un antivirus. Ça parle pas à un IP qui est dans mes threat intelligence que je sais que c'est mal. C'est juste vraiment, vraiment bizarre. Et maintenant, de nos jours, qu'on parle de threat hunting, donc d'aller à la chasse pour les mauvaises personnes, pour mettre ça en français, ça devient super, super critique parce que il y a beaucoup, beaucoup de logiciels et donc hiding in plain sight devient un type de se cacher de façon très populaire. D'où le LOLBIN qui est une très bonne stratégie. Ou ou son prédécesseur, le Fileless, qui était des manœuvres qui laissaient pas de traces fichiers. Que les antivirus n'étaient pas capables d'attraper parce que les autres ne vivent que sur des concepts de fichiers. Fait que on arrivait dans des univers
où il y a seulement les EDR qui est capable de voir la création du processus en mémoire et sa non-existence sur fichier. Puis d'ailleurs, c'est un élément de voir la déconnexion d'un processus avec aucune image fichier sur disque est un signal intéressant de savoir c'est pas normal. Les processus ne sont pas censés exister dans cette façon de fonctionner-là. Exactement. Et je pense que de la façon dont on vient juste de parler de ça, démontre un peu aussi la différence entre l'antivirus et le EDR. On dit pas telle affaire, c'est mal. On dit c'est un behavior, c'est un type d'activité qui est bizarre et puis qu'on s'attend pas à ce que ça se passe. Alors, un antivirus pourrait pas dire non, je tue tout ça. Parce que voici une petite pièce d'expérience à avoir fait beaucoup de monitoring dans ma carrière, c'est que autant tu penses qu'un behavior, qu'un type d'activité, c'est malicieux, je peux te garantir que tu vas le voir amener de façon légitime dans un réseau à quelque part parce que il y a un développeur en Roumanie qui a décidé que lui faisait son script, il roulait comme admin, puis il s'injectait dans telle affaire, puis c'est comme les finances l'utilisent, puis c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est plus drôle. C'est genre les RH utilisent une application qui fait un comportement qui normalement ne voit pas dans les comptes de façon légitime, mais lui a décidé de le designer comme ça. Il fait de l'injection de DLL ou j'ai vu des affaires là, complètement débiles. Puis là, il a fallu appeler l'éditeur du logiciel. Il a dit là, regarde, là, tu fais lever les alarmes partout. Là, on peut pas, on va accepter un temps, mais on peut pas tolérer ça longtemps parce que on va devoir changer de logiciel. Puis si tu le fais pas, on va aller ailleurs. Donc, généralement, ça leur parle un peu, surtout quand on a des licences d'entretien, des choses comme ça. On va couper la licence d'entretien si tu ne fais pas un meilleur behavior dans ton setup, s'il vous plaît. Hein? Ouais. passe ton EDR sur le logiciel avant, là, puis si ça ne lève pas d'alarme, tu nous le renverras. Ouais, c'est ça. Tant que le CFO te dit pas non, moi je l'aime ce logiciel-là, on change pas. Puis là, ben c'est comme. Ouais, non, ça, c'est la fin du monde. Les positives arrivent. Les règles de faux positifs arrivent. Enters the chat. Puis, ouais. Alors, c'est ça. Bon, ben, le EDR Lima Charlie, j'ai écrit plusieurs EDR dans ma carrière. Alors, je vais commencer par dire ça. Et puis, donc, à chaque fois que tu en écris un, ben, tu piges c'est quoi les erreurs que tu as faites avant. Alors, bon, tu changes un peu les choses. Alors, quand j'ai écrit Lima Charlie, j'avais une grande emphase sur la stabilité. Parce que si on regarde dans le passé, il fut un temps où il y avait beaucoup de EDR qui faisaient des choses qui étaient eux-mêmes dodgy, dans le sens qu'ils allaient s'injecter dans plein d'affaires. Alors, tu sais, ça faisait que, bon, une compagnie roulait les EDR puis un antivirus, puis là, ben, l'antivirus capotait, il pensait que l'EDR, c'était malicieux. Alors, il y a plein de mauvaises choses qui arrivent avec ça. Alors, c'était beaucoup, OK, on va jouer les règles. Et comme de nos jours, il y a beaucoup d'attaques, comme on disait, tu sais, qui sont fileless ou live off the land ou hide in plain sight. Ça veut dire que il y a de moins en moins de besoin de faire des choses qui sont vraiment ésotériques, puis tu sais, de hooker dans plein d'affaires. À la fin de la journée, la vraie valeur de l'EDR est beaucoup dans la télémétrie que tu es capable d'aller chercher de façon légitime à travers l'operating system. Alors, la philosophie que j'ai utilisée était la stabilité, d'utiliser donc des API qui sont supportés par toutes les plateformes. Parce que l'autre chose que je devrais dire était que, bon, moi, je voulais que ce soit un EDR qui soit cross-platform. Donc, qui roule Windows, Mac, Linux, and more, et d'autres. Et ce qui est c'est un challenge, ça demande beaucoup de rigueur quand on développe ça de cette façon-là, parce que ça demande à ce que tu regardes toutes les capabilities, toutes les choses que tu développes dans l'EDR de façon générique. Tu peux pas dire, hey, ben moi, je vais aller chercher les DLL load. Parce que, ben, il n'y a pas de DLL sur macOS. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'équivalent, mais c'est juste, il faut faire attention. Tu sais, il y a des concepts qui vont mapper, qui vont être très communs, des concepts qui ne le seront pas. Alors, il faut juste comme approcher
le développement de façon très calme et kind of comme prévoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Et donc, une partie de cette approche-là, donc, était c'est ça, cross-platform. L'autre chose était que il y a beaucoup de choses qui sont très faciles à faire dans un EDR de façon naïve. Mais l'approche naïve va te mettre dans le trouble, éventuellement. Alors, tu sais, disons un exemple. Je vais, disons que je vais chercher toutes les file write, donc les écritures de fichiers. Je vais générer un événement de télémétrie pour une écriture de fichier. C'est pas c'est pas que c'est facile, mais c'est pas la fin du monde à coder. Tu sais, bon, il y a probablement un aspect kernel, puis on va aller chercher ça. Puis l'aspect naïf de ça serait de dire, quand je vais faire ça, je vais aller chercher le processus qui, tu sais, j'ai le process ID. Je vais aller chercher le processus qui a écrit ça, puis je vais le mettre dans le même event. Ça va être mon event, puis j'envoie l'event dans le cloud. Puis tu vas développer ça sur une machine de dev, puis il n'y aura pas de problème. Mais tu vas arriver sur un serveur Microsoft Access qui fait 500 000 write operations par seconde. Puis là, tu vas tout tuer. Alors, il y a eu beaucoup d'architecture dans Limit Charlie qui était là pour ajouter de l'efficiency, donc être efficace, être économe. Parce que l'autre aspect, même, il y a la performance locale, il y a aussi la performance dans le cloud. Parce que si je prends cette approche-là, disons, sur les FileWrite natifs, et je dis, j'envoie toutes les FileWrite dans le cloud, déjà là, tu pousses pas mal les boundaries parce que tu peux avoir tellement beaucoup de FileWrite. Mais là, en plus, si tu te mets à dire, c'est pas juste le path à mon fichier, puis tu sais, l'opération, l'idée d'opération que j'envoie, mais là, j'envoie toute l'information sur le processus qui a fait ça dans chaque event write. Là, tu passes de, j'envoie 1 meg de données de l'agent au cloud par jour à, là, j'envoie 100 meg par jour. Encore une fois, sur ta boîte dev, il n'y aura pas de problème, tu es local, tu parles à un container qui est ton serveur local. Mais là, tu te mets à dire, non, c'est à quelque part dans un centre d'achat qui essaie de passer ça sur une vieille ligne T1, puis il y a 500 machines derrière ça, là, tu vas avoir du trouble. Alors, puis ça, j'en ai de l'expérience de mal calibrer l'agent et on passe à des quantités de logs incroyables par machine. Ce qui fait exploser ton stockage, qui fait exploser ton traitement et c'est pas super utile non plus. Exactement. Et des fois, ça prend pas grand-chose pour faire les choses un petit peu mieux qui vont résoudre beaucoup de ces problèmes-là. Nous, la solution pour Limit Charlie dans ce type de choses-là a été de dire que les événements qu'on génère dans le EDR font le moins de duplication d'informations possible, ce qui est un bon starting point. Et la façon dont on est capable de reconstruire le contexte de ce qui se passe, c'est parce qu'on génère des identifieurs, des ID par event et qui sont reliés. Donc, chaque event a un event parent et potentiellement des children events à travers des ID. Et ça nous permet, parce qu'on contrôle le cloud aussi, de dire, le cloud va savoir comment reconstruire beaucoup de ce contexte-là. Et donc, le cloud est capable de dire, j'ai vu un processus qui vient de partir, puis c'est le processus ID 1, 2, 3. Puis là, j'ai un flux de 500 000 file write qui disent toutes que leur parent, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est tout petit. Puis dans le cloud, je suis capable de dire, OK, je sais c'est qui le parent de ces choses-là. Alors, il y a beaucoup de reconstruction d'état. Honnêtement, c'est beaucoup de choses que beaucoup de monde ont jamais pensé avant de faire un EDR. Et je vais faire un public service announcement, un annonce de service public. Si vous pensez écrire votre propre EDR, faites-le pas. c'est incroyablement de travail, beaucoup plus que vous pensez.
Puis je dis pas ça comme parce que, regarde, là, je joue un EDR, il y a des EDR open source aussi. C'est vraiment parce que j'ai vu trop d'équipes dans des compagnies qui sont juste assez grosses, qui ont juste assez de monde en sécurité, qui sont juste assez capables de le faire, qu'ils décident de le faire et ça devient une maintenance, puis compliqué. Alors, je peux comprendre. Puis juste la logique de voir en amont, de prévoir tout ce que tu mentionnes, entre autres, ça prend une très grande expérience. Et je connais des idéaux, même encore actuels, qui n'ont pas ce degré de réflexion-là. Donc, incidemment, vont pousser sa ligne du beaucoup, beaucoup trop de données d'ailleurs. Puis ils vont faire même reposer sur l'utilisateur de la solution de tweaker sa configuration au lieu de le pré-préparer ou le pré-mâcher pour lui pour limiter ce genre de situation-là. Oui. Oui. Oh oui, exactement. Ouais. Ça fait que c'est mon public service announcement. Fait que bon, il y a le cloud, il y a comment prévoir toutes ces choses-là. Je pense que la dernière chose qui est peut-être intéressante, c'est un peu under the hood, là, sous le capot un peu de tout ça. Et que il y a beaucoup d'informations qui sont très reliées dans les DR. En fait, on vient vraiment de le démontrer. On dit, bon, il y a les file write qui ont une relation avec le processus. Des fois, il va y avoir, disons, un événement qui dit il y a une injection de thread. Il y a un processus de source, il y a un processus de destination. Des fois, il y a des fichiers qui sont reliés à ça. Alors, c'est important d'utiliser un concept de computer science, donc d'informatique, qui est oh my God, low coupling, high cohesion. Donc, oh boy, ça va être dur à traduire en français. Je fais même pas l'effort. Ouais. C'est couplage faible et cohésion et grande cohésion. Genre. Right. L'idée, la version simple de ça, c'est de dire un type de logique qui parle vraiment de une seule chose. Toute cette logique-là devrait être au même endroit et que deux types de logique qui s'adressent à différentes choses, genre les processus puis les fichiers, qu'il n'y a pas de dépendance entre ces deux choses-là. Donc, c'est un concept en informatique, la façon dont on développe les logiciels qui permettent d'éviter que tu te tires dans le pied, puis que tu codes des logiciels qui sont impossibles à maintenir. Et la façon dont c'est traduit dans un EDR, ça, c'est de dire la logique qui monitor, qui regarde les fichiers, les fichiers qui sont créés, qui sont lus, doit vraiment vivre dans son propre, une partie du code. C'est juste ça que ça fait. Donc ça, c'est la high cohesion. Le low coupling vient quand on dit, OK, c'est bon de dire que ça doit juste vivre à un endroit, mais là, maintenant que j'ai besoin de combiner l'information des processus et l'information des fichiers, comment je combine ça si je veux garder ça dans deux entités différentes? Et c'est là qu'il y a des mécanismes comme Publish Subscribe arrivent. Donc ça, c'est un design, c'est une architecture qui dit quand un événement A arrive, ben je le publie à l'intérieur de l'agent. Et puis, n'importe qui dans l'agent peut s'inscrire à cette publication-là puis avoir ces événements. Alors, c'est des designs qui permettent d'ajouter beaucoup, beaucoup de logique dans l'EDR de façon très simple. Genre, le thread injection peut être sa propre logique simple qui fait juste dire, bon, ben, écoute pour tel événement de telle place, écoute pour tel autre événement, puis, connecte les deux ensemble. Si jamais telle affaire se passe, bon, ben, génère une détection. Alors, c'est assez, je suis un peu in the weeds, là, un peu profond dans tout ça. Mais c'est le genre de concept qui sont assez importants. Très intéressant. On va conclure sur ça pour cette fois-ci. On va aller plus profond dans l'herbage pour une prochaine fois parce que c'est très intéressant. Puis dans le fond, l'objectif de ce premier épisode était vraiment de faire un survol de ces éléments-là pour ensuite aller creuser dans des domaines plus spécifiques. Je te remercie énormément pour ton temps. C'est très intéressant. C'est une conversation qui est
incidemment très intéressante, parce que ça m'a pu me rappeler des vieilles affaires aussi. Ça a montré à quel point j'ai des cheveux gris. Mais tout ça est intéressant parce que l'histoire est intéressante aussi parce qu'elle nous sert à construire des meilleures bases, surtout ne pas répéter les erreurs du passé, qui malheureusement on a tendance à faire. Amen. Merci beaucoup. Super, merci.